Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Bras de fer électoral en Guinée-Bissau. 2 présidents ont été investis en l'espace de 2 jours alors qu'aucune entente sur la validité des résultats de l'élection présidentielle du 29 décembre 2019 n'a été trouvée entre la Commission nationale électorale et la Cour suprême. Report de 2 semaines du double scrutin du 1er mars en Guinée. L'annonce a été faite ce vendredi 28 février par le président Alpha Condé, alors que l'Union africaine et la CEDEAO annonçaient quelques heures plus tôt leur retrait de ce processus électoral. Et la première réunion annuelle de la Facilité africaine de soutien juridique s'est tenue les 26 et 27 février à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Une rencontre qui entre dans le cadre de la demande formulée par les États membres un an plus tôt en vue de fournir des conseils juridiques aux gouvernements africains. Les contentieux électoraux se poursuivent en Guinée-Bissau. 2 présidents de la République ont été investis en l'espace de 2 jours. Il s'agit de Umaro Sissoco Embalo, candidat donné vainqueur par la Commission nationale électorale, et du président de l'Assemblée nationale, Cipriano Kasama. Ces nouvelles tensions font craindre des débordements post-électoraux à Ménège. Investi président suite au scrutin du 29 décembre et ce, malgré le contentieux électoral en cours, Umaro Sissoco Embalo doit désormais faire face à la désignation d'un président intérimaire par l'Assemblée nationale qui affirme avoir constaté la vacance du pouvoir et procédé à l'investiture de son président comme le prévoit la Constitution. Le président sortant José Mario Vaz ayant quitté ses fonctions, le président de l'Assemblée Cipriano Kasama a été investi, annonçant assurer l'intérim jusqu'au règlement du contentieux électoral par la Cour suprême. Qui organise les élections? C'est la CNE. Qui a organisé les élections? C'est le gouvernement d'Aristides Gomes, qui a le ministère de l'Intérieur. C'est le gouvernement d'Aristides Gomes qui a le ministère de l'administration territoriale. Donc, ils avaient tout à main. Le premier ministre démis par Umaro Sissoco Embalo, Aristide Gomes, reconnu par la communauté internationale, a dénoncé l'investiture d'Umaro Sissoco Embalo comme une tentative de coup d'État. C'est un coup d'État qui a été effectivement orchestré depuis ces 5 dernières années, bien sûr avec la connivence du président de la République sortant, José Mario Vaz. Les motivations sont tout simplement de rejeter l'homme d'État qui est Domingos Simões Pereira, qui lui a toujours eu l'ambition et la sublimation de privilégier les intérêts du peuple. Umaro Sissoco Embalo, ancien général, ex-premier ministre, a été donné vainqueur par la Commission nationale électorale avec 53,55% des voix contre 46,45% pour Domingos Simões Pereira, président du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, PAIGC. Dénonçant des fraudes, ce dernier réclame un recomptage des bulletins et s'en remet à une décision finale de la Cour suprême qui, elle, n'a pas validé les résultats donnés par la commission électorale. Et sachez qu'Umaro Sissoco Embalo a investi ce samedi 29 février son nouveau Premier ministre. Il s'agit de Nuno Nabian, le candidat arrivé 3e au premier tour de l'élection présidentielle. Également dans l'actualité, en Libye, plusieurs tirs de roquettes se sont abattus ce vendredi 28 février sur Tripoli et sur Mitiga, le seul aéroport encore fonctionnel de la capitale libyenne. Au moins une personne a été blessée dans ces tirs de roquettes attribués aux forces du maréchal Khalifa Haftar. Des tirs qui ont fait d'importants dégâts matériels. Notons que le bras de fer entre le camp de Fayez el-Sarraj et celui du maréchal Khalifa Haftar, dont l'offensive sur Tripoli a commencé en avril 2019, se poursuit alors que les 2 camps ont suspendu leur participation aux pourparlers de Genève. Les tensions préélectorales persistent en Guinée. Le président Alpha Condé a annoncé ce vendredi dans la soirée que le double scrutin législatif et référendaire prévu ce dimanche 1er mars serait ajourné de 2 semaines sans donner plus de dates
plus de précisions sur la nouvelle date. Une décision qui intervient alors que les organisations internationales ont décidé de renoncer à déployer des missions d'observation sur le terrain. Ange de Meigno. Il n'y aura pas d'élection ce dimanche 1er mars en Guinée. Le président Alpha Condé a décidé de reporter le double scrutin qui devait avoir lieu dans le pays, à savoir les élections législatives et le référendum constitutionnel. La nouvelle date n'a pas encore été fixée. C'est par responsabilité nationale et sous-régionale que nous avons accepté un report léger de la date des élections. Ce n'est ni une capitulation, ni une reculade, mais la fidélité à ce qu'était la Guinée hier, qu'elle est aujourd'hui, qu'elle sera demain. La décision du président guinéen intervient dans un contexte de tension croissante entre le pouvoir et l'opposition. Les principaux partis de l'opposition avaient appelé au boycott du double scrutin. La communauté internationale a pour sa part pris ses distances avec le processus électoral en cours. Je pense que le président n'est plus le maître de la situation parce que ça fait 3 fois qu'il convoque à travers un décret le corps électoral, qu'il fixe une date, mais au moment venu, il est obligé de reporter l'élection. Il ne s'entend pas avec les différents acteurs politiques dans le pays. Donc le seul recours, c'est la CEDEAO, notamment avec le principe de subsidiarité. Le Front national de défense de la Constitution FNDC dit ne pas être satisfait du report des élections. Ses partis membres sont toujours maintenus hors du jeu électoral. Pour le pouvoir, il s'agit maintenant de convaincre les partenaires internationaux pour l'adoption d'un fichier consensuel. Le 3e forum Maroc-État insulaire a pris fin ce vendredi 28 février avec l'adoption de la déclaration de l'Ayoun, une feuille de route qui établit la coopération future entre le Maroc et les États insulaires du Pacifique a été mise en place. Ce partenariat se développera autour de 4 grands axes, à savoir les changements climatiques, la formation, la santé et la sécurité alimentaire. Thierry Ndassa. C'est sur la signature de plusieurs accords bilatéraux que s'est clôturé le 3e forum Maroc-État insulaire du Pacifique à l'Ayoun, dans le sud du royaume. Ces accords de coopération ont été paraphés sous le signe de la consolidation des liens diplomatiques, de la mise en œuvre des engagements dans ce sens, de l'unification des voies et de la promotion de la prospérité. Nasser Bourita, le chef de la diplomatie du royaume chérifien, a souligné l'importance d'une coopération active entre les États du Sud, et ce à travers le monde. La vision de Sa Majesté Mohamed VI est que la solidarité est un concept global pour la diplomatie marocaine. Quand nous pouvons offrir, nous le faisons. Nous le faisons pour les pays arabes, nous le faisons en Afrique, nous le faisons pour les Caraïbes et pour le Pacifique aussi. Ce forum a été révélateur parce que nous avons pu identifier les secteurs propices à une coopération commune. Pour la plupart de ces accords, signés notamment avec le royaume de Tonga, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'État de Nauru, les îles Salomon et l'État de Vanuatu, il s'agit d'une feuille de route programme de coopération 2020-2022 engageant le Maroc et ses États du Pacifique à renforcer le dialogue politique et à promouvoir la coopération dans les domaines de la diplomatie, la coopération technique dans des secteurs clés tels que la formation professionnelle, la santé, l'agriculture, les énergies renouvelables et le tourisme. Nous sommes prêts à humblement partager nos connaissances, partager nos succès et permettre à ces pays d'éviter aussi nos échecs. Et je pense que c'est cela la coopération Sud-Sud. Ce n'est pas seulement un slogan pour le Maroc, c'est une réalité. Le 3e forum Maroc-État insulaire du Pacifique a pris fin le 28 février par l'adoption de la déclaration de l'Ayoun qui établit une feuille de route de la coopération future entre le Maroc et les États insulaires et fixe un calendrier des réunions entre les États membres de ce groupement au cours des prochaines années. Dans le reste de l'actualité, en République démocratique du Congo, les autorités ont annoncé l'ouverture d'une enquête pour élucider les circonstances de la mort du général Delphin Kaimbi, décédé ce vendredi 28 février. Ce dernier a occupé la fonction de chef d'état-major adjoint des FARDC en charge des renseignements militaires pendant 6 ans. Il était compté parmi les proches de l'ancien président Joseph Kabila. Rappelons qu'il avait été suspendu de ses fonctions et empêché de voyager il y a quelques jours. Il avait été récemment entendu par le Conseil national de sécurité.
Le premier forum de haut niveau des membres de la Facilité africaine de soutien juridique s'est tenu les 26 et 27 février à Abidjan, Côte d'Ivoire. Ce rendez-vous était placé sous le thème 10 ans de l'ALSF, promotion des investissements et optimisation des ressources pour le développement de ces États membres. Le but, fournir des conseils juridiques aux pays membres. Les explications dans ce reportage de notre correspondant Olivier Conan. Vers une meilleure préservation des intérêts des États africains dans les négociations de projets d'infrastructure, grâce au conseil de l'ALSF, African Legal Support Facility, Facilité africaine de soutien juridique aux États. Depuis sa création en 2010, l'ALSF a conseillé les États pour des projets totalisant des investissements compris entre 50 et 60 milliards de dollars. L'ALSF a été impliqué dans des projets de production d'énergie d'une capacité de 4000 MW pouvant permettre à 70 millions de personnes d'avoir accès à l'électricité. L'un des secteurs dans lequel nous avons le plus réussi, c'est celui de l'énergie. Quand il y a un investisseur intéressé, si les négociations prennent trop de temps, les investisseurs abandonnent parce qu'ils mobilisent des fonds d'origine privée. Donc, la différence que nous faisons, c'est que nous réduisons le temps de négociation de 5 ans par exemple à moins d'1 an parfois, même en 3 ou 4 mois, le projet est bouclé. L'ALSF met un accent particulier sur le renforcement de l'expertise des compétences nationales et la production de matériel de référence, notamment en matière de législation sur le code minier et pétrolier des États africains. La négociation des contrats complexes nécessite une certaine expertise et il faut dire qu'au niveau des États africains, on ne trouve pas partout cette expertise. Donc l'ALSF, à travers des consultants internationaux, aide les États africains à négocier ces contrats. En rappel, l'ALSF a participé en tant que conseil à 256 projets, dont 100 sont encore actifs. Le conseil et le renforcement de capacités constituent l'essentiel des activités de l'ALSF, qui assiste également les États dans les litiges avec les fonds vautours et la gestion de dettes souveraines. L'ALSF a ainsi appuyé la Gambie pour la restructuration de sa dette et le Sénégal pour l'émission d'eurobonds. La communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, a annoncé le 25 février la création d'un centre pour les énergies renouvelables. Le but étant de coordonner et de soutenir l'électrification des zones rurales dans les 16 pays membres de ce bloc régional. Une démarche nécessaire puisque l'électrification touche seulement 5% des zones rurales de la SADC. Siamlo Victor Asedji. La communauté de développement d'Afrique australe, SADC, enregistre à ce jour l'un des taux ruraux d'approvisionnement en électricité les plus bas au monde, soit 5%. En 2017, ces 16 États membres ont adopté un plan stratégique pour sortir les zones rurales de l'obscurité. Le plan doit aboutir à la création d'un centre pour les énergies vertes. Le projet a récemment réuni à Dar es Salaam en Tanzanie le sous-comité de l'énergie de la SADC. Ce sont deux énergies ou sources d'énergie qui se valent complètement, surtout lorsque nous nous penchons du côté du domaine des énergies renouvelables. D'un autre côté, nous avons affaire quand même à une question qui touche le progrès en matière de protection de l'environnement. À travers ce centre, la SADC espère développer les nouvelles technologies en matière d'énergie et des solutions pratiques ainsi que le marché de l'offre. La région australe est en pleine croissance démographique et certains de ces pays font face à des défis énergétiques. Cette approche va faire appel à la mise à disposition des financements et ce type de financement où on a besoin de mutualiser les efforts nécessite qu'il y ait mise à disposition des fonds en temps et en heure par les parties prenantes. Est-ce que ça peut être le cas? Ça me semble pas être évident dans la mesure où il y en aura qui pourront toujours avoir un pas en arrière. Des pays comme l'Afrique du Sud, le Zimbabwe ou la Namibie traversent depuis ces 2 dernières années une crise énergétique sans précédent qui paralyse l'activité socio-économique. Une crise due à une sécheresse grave notamment. Ces pays sont toujours en quête de solutions de sortie de crise. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.